Bourg-Saint-Maurice, au sortir de l'hiver. Il nous accueille tout sourire dans son chalet cossu implanté au bord de l'Isère. Jean-Luc Crétier est, on le sait, un chic type et un garçon d'agréable compagnie. Et il est également l'un des champions qui comptent dans l'histoire du ski français. Son heure de gloire date, pour l'éternité, du 13 février 1998. Ce jour-là, sur les neiges nippones de Nagano, Jean-Luc devient le 4e champion olympique tricolore, après Henri Oreiller, Jean Vuarnet et Jean-Claude Killy. Ce jour-là, oui, lui qui de coup d'éclat en coup de blues, de coup du sort en coup d'audace, est depuis une bonne douzaine d'années l'un des piliers importants de l'équipe de France, atteint enfin le Graal vers lequel courent tous les sportifs. Champion olympique, à presque 32 ans, désormais, plus rien ne sera comme avant. Une fois digérée cette victoire à laquelle il a toujours cru, Kabou, c'est son surnom à l'équipe, va explorer les chemins tortueux de la reconversion et ceux, parfois douloureux, de la vie. On le retrouve aujourd'hui apaisé, équilibré, toujours solide et optimiste. Un champion impliqué dans son sport et dans la vie de la cité, et aussi un papa au cœur d'or. Partez. Salut Jean-Luc. Bonjour Gilles. Content de te voir chez toi. C'est ta maison, ton chalet. Donc on est à Bourg-Saint-Maurice. Et ça, c'est le chalet de la réussite d'une certaine manière. C'est, tu sais, en tant que Savoyard, on a toujours à l'esprit d'investir dans la pierre. Et c'est vrai que grâce à ma médaille, j'ai réussi à acquérir un terrain, j'ai réussi à faire un beau chalet dessus et je sais où est passé l'argent que j'ai gagné par rapport au jeu de 98. Voilà, ça c'est la médaille de champion olympique. Enfin, c'est le titre de champion olympique. Le résultat concret, c'est évidemment pour une vie. On est champion olympique pour la vie. Oui, et là, quand on investit dans la pierre, c'est pour une vie en général. Voilà. Et puis il y a ce chalet. Tout à fait. Voilà. Donc qui est juste près de la rivière. Comme on aime bien vivre, c'est-à-dire avec un décor magnifique par rapport à la vue et puis au bord de l'eau pour passer des bons moments. Alors, on va prendre tout de suite des nouvelles de ta santé, puisque tu as eu un petit pépin physique. Tout à fait. Et tu as une jambe qui va pas très bien, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un pied en bois un peu encore en ce moment, mais qui va de mieux en mieux, où je me refais doucement mais sûrement une nouvelle santé. Donc j'ai été opéré 2 fois et depuis, petit à petit, ça va mieux. J'ai remis les skis une journée pour le plaisir, surtout pour la tête, pour le moral, parce que je touchais un peu le fond. Hein. J'ai passé quand même 4 mois, les 4 mois d'hiver à l'IT, et donc moralement, ça a été très dur, surtout avec les conditions cette année. Parce que comme blessure, c'était une blessure un peu bête, c'est ça? Oui, j'ai tapé un caillou avec le pied et je me suis fait une triple fracture donc de tous les osselets du pied et un arrachement ligamentaire. Alors, tu as eu pas mal de blessures aussi pendant ta carrière quand même. Un petit peu. C'est un petit peu, hein, sport à risque, la descente. Tout de suite, on va se faire plaisir. On va regarder ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, d'une certaine manière, et que Jean-Luc Crétier, c'est un nom qui est ancré dans l'histoire du ski français, du ski international. Ça s'est passé à Nagano. Hein, c'était un 13. Un vendredi. Un vendredi 13, 13 février 98. Alors, à 13h30. À 13h30. Oui, alors. Avec le dossard 3, j'ai fait premier. Voilà. Contexte, la loi des chiffres. C'était une descente qui a eu du mal à s'installer. Hein. Il y a eu beaucoup de mauvais temps. Oui. On a eu 3 jours continus de mauvais temps. Donc on a eu un énorme orage, on a eu des grosses chutes de neige, on a eu une journée de brouillard. Et le 4e jour, enfin, le soleil est réapparu. Donc elle n'arrêtait pas d'être reportée, cette descente? C'était le dernier jour. On n'avait plus d'option pour la caser pendant les Jeux Olympiques de Nagano. Voilà. Et toi, finalement, parmi tous les concurrents qui étaient là, et Dieu sait s'il y en avait des costauds, tu as résisté à tout ça, à ce climat qui était quand même un peu lourd, hein, c'était pesant, mais tu as réussi à résister quand même. C'était pesant, oui, ça a été très pesant par rapport à notamment la gestion de tout ce qui est journalistique, parce que 3 jours sans... c'était l'ouverture des Jeux, hein, et 3 jours sans news, sans nouvelles fraîches à amener à la France et à colporter à travers les médias, c'est vrai qu'on a eu une pression terrible. Je pense que l'expérience de mes 32 ans à l'époque a fait que j'ai peut-être mieux géré ça que les autres. Alors tu faisais partie des favoris, d'autant que les précédentes descentes, tu avais fait de super résultats. On va le voir, on va un peu balayer ta carrière. Mais il faut quand même qu'on se paye le plaisir de voir cette course. Donc on est... Je me renvoie en arrière de 14 ans. Voilà. Voilà Jean-Luc Crétier dans le portillon. Jean-Luc, on est avec toi. Françoise et Pierre veulent la médaille.
Pierre, voilà, le fils de Jean-Luc. Et tout le monde veut la médaille. Et moi, je peux vous dire que je suis en train de pousser avec lui. Là. Donc, Luc Alphand qui commente avec Patrick Naff. Ouais, Luc travaillait pour France 2 et Franck travaillait pour Eurosport. Et donc, ils étaient présents. C'est vrai que ça a apporté, je dirais, une touche personnelle beaucoup plus importante au résultat. Et à partir de maintenant, ici, il sait exactement, Jean-Luc a fait exactement ce qu'il fallait faire avec beaucoup d'intelligence de course. Pas mal du tout ce que fait Jean-Luc Crétier. 1,08 d'avance sur Fritz Strobel. Alors ça, c'est une grosse perf. Mais bon, voilà, il fallait absolument que j'aille chercher quelque chose. J'étais en fin de carrière, c'était mes 4e Jeux Olympiques. J'avais loupé les Jeux de Lillehammer à cause des conditions extrêmes au niveau froid. J'avais loupé les Jeux d'Albertville en finissant que 4e. Et mes premiers Jeux Olympiques à Calgary, j'avais fait 6e. Donc j'étais un petit peu, on va dire, sur une pente ascendante au niveau Jeux Olympiques. Et c'est vrai que ce jour-là était un peu particulier. Ça avait mal débuté pour moi puisque j'avais quand même oublié ma combinaison dans la chambre, à l'hôtel. Donc je me suis retrouvé au départ, à 1 heure du départ, je ne pouvais pas courir, je n'avais pas de combinaison plombée. Donc officiellement reconnu par la FIS pour pouvoir courir. Et grâce à Adrien Duvillard, Adrien, qui avait prévu, lui. qui lui avait une vieille combinaison sur lui le matin pour skier, qui m'a refilé sa vieille combinaison. Donc Adrien fait 1m65, moi je fais 1m85, il doit faire 60 kg, j'en faisais 100. Et bon, j'ai réussi avec beaucoup d'efforts et grâce aux autres à rentrer dedans. Et puis bon, après, la suite, voilà, je me suis présenté au départ. Ce qui est étonnant dans cette descente, c'est que tu as le dossard 3, Oui. tu passes la ligne d'arrivée, tu réagis en vainqueur. Alors que, bon, il y avait Fritz Strobel qui était devant toi, mais sinon, il y avait quand même encore tous les gros costauds qui étaient derrière. Et là, tu réagis, tu as les bras qui se lèvent et on a l'impression que tu as gagné, quoi. En fait, pour 2 choses. La première, c'est que ça fait 4 jours qu'on a une pression terrible. Donc c'est, je dirais, ma manière d'évacuer la pression. C'est-à-dire que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je franchis la ligne, je suis venu pour la descente des Jeux. Je franchis la ligne, j'ai fini officiellement mes Jeux. Tu as fait le boulot, quoi. J'ai fait le boulot. La deuxième, c'est que, comme tu viens de le dire, Fritz Strobel partait 2. Quand j'arrive en bas, j'ai 1 seconde 26 d'avance. Alors que sur le dernier entraînement, il avait gagné l'entraînement avec 1 seconde d'avance, quasiment. Donc, dans ma tête, instantanément, quand j'ai vu la différence de temps, je me suis dit, pour aller coller plus d'1 seconde au vainqueur du dernier entraînement, quelque part, j'avais peut-être fait quelque chose d'intéressant. Parce que derrière, il y a quand même un client qui suit. Ouais. Il y a quand même quelqu'un d'important qui est juste derrière. Il y a un gros ours. Il y a un mal gros léché. ours. Ouais. Voilà. Hermann Maier, on va savoir tout de suite la qualité du parcours avec l'autre monstre autrichien. Peut-être qu'il sera un peu moins à l'aise aujourd'hui. Lui, il est encore à plat ventre et ça risque de peut-être lui causer des problèmes derrière. Et l'ours s'est pris pour un oiseau. Il l'a fait. Il envoie un déclenchement de géant, c'est-à-dire le ski lui passe dessous. Ouais. Il n'a aucun moyen d'amortir ni de contrôler la bosse. Et au lieu d'être à ras la piste, il est 2 mètres au-dessus, en banzai. C'est-à-dire une chute, j'ai jamais vu ça. Moi non plus, j'ai pas pas le comment souvenir d'avoir vu un skieur de ce niveau-là se mettre une telle tarte. Non, mais pour se la mettre, il faut avoir son niveau justement, parce que il a tellement mis de la puissance sur le ski qui était en aval du dévers que ça l'a envoyé à 2 mètres de haut. Donc il faut avoir sa puissance, il faut avoir sa vitesse pour pouvoir réussir à monter à 2 mètres de haut. Et je crois que Luc a bien analysé le truc. Moi, j'ai fait quelque chose que, à mon avis, mon expérience m'a permis de faire, parce que j'avais déjà eu des soucis en Coupe d'Europe plus jeune, où il y avait eu des conditions changeantes entre les entraînements et la course. Et c'est vrai que j'étais arrivé sur une bosse insignifiante à l'entraînement et qui, en arrivant beaucoup plus vite, était très importante, et je m'étais mis par terre. Et donc, c'est vrai que devant Michel Vion, qui était au bord de la piste à cet endroit-là, sur la première partie, je me suis relevé pour perdre volontairement de la vitesse, pour aborder ce dévers et cette entrée de virage un peu délicate. Et Luc dit, il est intelligent, donc tu es passé comme il fallait. Et pour la petite histoire, Jean Vuarnet, quand il est champion olympique à Scovalet, sur le haut du parcours, il y avait à peu près le même genre de situation. Et il donne un petit coup de, coup de frein, juste pour ralentir, en deçà de la ligne rouge. Et après, il gagne. Tout à fait. Voilà. Tu gagnes,
pour beaucoup de gens, c'est une surprise. Pour pas mal de gens qui avaient observé la saison, ça n'était pas une surprise. Tu faisais vraiment partie des gens qui devaient être là. Je venais de faire 3 podiums avant de partir. 3 podiums, tu étais dans les premiers de la Coupe du Monde. Enfin, tout avait bien marché. C'était ta meilleure saison. On y J'ai reviendra. fini deuxième d'ailleurs, Ouais. de mémoire. Tu sais ce que Kili avait dit avant? Tu avais déjà entendu? Je ne l'ai pas entendu avant, je l'ai entendu après. Par la bouche même de Jean-Claude. Des jeunes déterminés, contents d'être là, et quelqu'un comme Crétier, par exemple, qui a 32 ans, qui a une famille, doit pouvoir digérer ce décalage bien. Report à mercredi. Bien, oui, parce qu'il a une belle perspective de la vie. Le ski, ça n'est pas tout pour lui, et donc ça pourrait l'aider un petit peu. Bon, on croise les doigts pour qu'on ait un sur le podium. Moi, je crois vraiment que c'est possible, et à la marche, à une très belle marche. Merci Jean-Claude Killy de nous avoir... Sympa. Ouais, super. Sympa. Et il me l'a dit de vive voix en bas de la descente, quand je l'ai rencontré, ou à l'hôtel en rentrant. Il m'a dit, Jean-Luc, je savais que tu viendrais pour faire quelque chose. Je lui ai dit, bah écoute, je ne vais pas te décevoir, Jean-Claude. J'avais programmé aussi une fin de carrière. À l'époque, je devais finir ma carrière en 98, quel que soit le résultat des Jeux de Nagano. Et c'est vrai que cette médaille m'a boosté pour aller plus loin, mais je lui ai dit que j'avais aussi à côté un fils de 9 ans et que je ne le connaissais pas beaucoup. Alors, on va le voir, le fils de 9 ans. Mais tu fais partie d'une belle famille quand même, parce que dans cette famille des champions olympiques, il y a ce monsieur, hein, Monsieur Oreiller. Oreiller. Après, il y en a un autre, c'est Jean Vuarnet, qui était donc le 2e champion olympique de descente. Il y a cet autre monsieur qui vient de parler, Oui, Jean-Claude, oui, bien Jean-Claude sûr. Killy. C'était le 4e. Et puis, il y a eu un 5e. Et à derrière 5e, toi. il y a Antoine derrière. Antoine moi. Derrière. C'est quand même... Ça avec le rentre recul, encore dans une main. hein, c'est beau quand même. Ouais, non, c'est beau. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est vrai que des champions olympiques de descente. Et je crois d'ailleurs au niveau des résultats, les Autrichiens n'ont rien à nous envier par rapport au titre olympique en descente. Ta vie a changé à partir de là, forcément. C'est banal de le dire, non? Oui, tout à fait. Oui, j'ai un avant vendredi 13 février 98 et j'ai un après vendredi 13 février 98. Est-ce que tu avais vu, je pense que tu as dû le voir, on a dû te le montrer, la réaction de ton petit, hein, qui est un homme aujourd'hui. Ouais. Hein, il va bien? Parce que, bon, Il va mieux, ouais. Il va mieux. Il a des gros problèmes de santé. Il a eu des gros problèmes de santé. Il m'a fait une leucémie il y a 4 ans. Il a été greffé. Et c'est un nouveau franco-allemand puisque les greffons arrivaient d'Allemagne. Et donc, il vit bien, il a recommencé à travailler. D'ailleurs, depuis, tu t'es beaucoup engagé dans des opérations caritatives sur Pour la recherche sur la la recherche sur les sémies. Donc, on a créé 3 gros événements annuels avec une bande de copains et puis une association de bénévoles. Et donc, on crée des événements pour collecter des fonds et ces fonds sont reversés pour la recherche sur la leucémie, pour l'information des gens, parce que malheureusement, on manque encore de donneurs, énormément de donneurs en France. Et on pourrait sauver encore plus de vies. Il y a 11 décès par jour quand même, dont 6 enfants. D'ailleurs, ton grand combat ces dernières années, quoi, ça a été tout ton temps, une grosse partie de ton temps, tu l'as passé là-dessus. Ouais. Depuis 4 ans, là, ouais. Donc, bonne nouvelle si Pierre va bien. Mais il y en a encore d'autres qui sont à l'hosto. Oui, je sais. J'étais encore couché quand papa était au départ, et puis j'ai entendu maman crier allez, et là alors je me suis levée, je suis arrivée juste quand papa allait passer la ligne d'arrivée, j'avais vu son score, j'étais émerveillée que personne n'avait passé devant lui. C'est beau, non? Ce gamin? Ça, parce que tu l'as pas vécu, tu l'as pas vu ça finalement. Non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu après coup, si, mais tu vois, ça fait 14 ans et c'est toujours plein d'émotions. Parce que tu as ramé pour en arriver là. C'est long une carrière. Et tu arrives en équipe de France Tôt. tu es jeune. J'arrive en tant que slalomeur. Et tu arrives en tant que slalomeur. Et ton premier événement, c'est les Jeux de Calgary. Oui, 88. 88, parce que tu as fait quand même 4 Jeux olympiques, ce qui est beau. En 10 ans, oui, c'est pas mal. Parce qu'il faut les mériter, les sélections. Ouais, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher, et chaque fois, il a fallu y aller. Ça a toujours été de la bagarre. Donc, tu arrives en 88, tu fais partie d'un groupe
les Top Gun. Voilà, les Top Gun, c'est ces 4 individus qui sont là. Hein, voilà. Et ça, c'est votre aventure à vous de skieurs. C'est un groupe qui est formé en 87-88, parce que l'équipe de France va mal à ce moment-là. Grand Montana, ça s'est mal passé. Franck Picard dit, j'ai honte d'être français. Il y a un DTN qui arrive, un tout jeune, Jean-Pierre Puteaux, qui change tout. Et il vous donne un coach, Serge Guillaume. Énorme coach, qui lui aussi a disparu. Et donc Serge Guillaume est votre coach, est votre patron. Et vous êtes tous les 4. Et on s'aperçoit au bout du compte que vous avez tous fait une carrière étonnante. Il y a 2 champions olympiques dans le groupe. Ouais. Il y a un vainqueur de la Coupe du Monde. Et puis il y a Denis Ray, vainqueur des X-Games et champion du monde de... Bon, c'est quand même une carrière énorme, quoi. C'est un groupe énorme. C'est un groupe énorme. Top Gun, c'était... Enfin, c'est vous qui vous étiez appelés comme ça, vous étiez les polyvalents. On s'est appelés comme ça à l'époque parce qu'il y avait le film Top Gun qui sortait et qu'on l'avait vu tous ensemble et ça nous avait bien plu. Et c'est vrai qu'on était... Au départ, tout s'éclatait et en créant les Top Gun, on a réussi à créer une osmose avec un coach extraordinaire. Alors, il y a quelque chose à faire. Voilà. Ah non, si, non, pas regarde. Non, celle-là, on la coupe. On la coupe? Non, on va la regarder quand même. Ah ouais, quand même, ouais. On avait du mérite en slalom quand même. Hein. Oui, parce que les skis 2,05. Ouais. Donc là, t'es pas loin. 6e. Ah, celle-là, elle est géniale. Et après, même chose. Et là, tu frôles le gros truc. On se retrouve 4 ans après. 4 ans après. Dans des conditions exécrables. Exécrables. Val d'Isère, la face. Et là, entre les 2 manches, après le cumul de la première manche et de la descente, j'étais même bien placé sur le podium. L'accumulation de fautes dans la deuxième fait que je finis 4e, à très peu de Steve Locher, mais ça a été très dur pour la bonne et simple raison, c'est que quand vous faites les Jeux, en plus c'était une belle fête avec la médaille de Franck, et donc ça aurait pu compléter le tableau, et quand vous faites les Jeux, c'est pour finir sur le podium, et là, au pied du podium à la maison, c'est resté un peu aigre. Ouais. Là, tu l'as en travers celle-ci. Et ça marque un peu la fin de ton aventure en slalom. Du coup. On est bien d'accord. Hein, ouais, ça marque complètement. En fait, je me suis rendu compte que je prenais plus le temps passait, plus je prenais du plaisir à faire de la descente et aller vite. Et à partir de là, suite à une discussion avec Serge Guillaume, j'ai décidé de m'orienter beaucoup plus sur la vitesse, super G descente, et j'ai fini ma carrière. Et là, les Jeux, ça devient quelque chose qui s'ancre dans ta tête en se disant, un jour, il faut quand même plus qu'ailleurs, non? En fait, Gilles, ce qui m'a toujours marqué au niveau des Jeux Olympiques, c'est les 2 médailles de ma cousine. La 2e médaille, elle la gagne, j'ai 10 ans. Daniel de Bernard. Daniel de Bernard. Donc je me souviens l'avoir rencontré dans le contexte familial et m'avoir présenté ces 2 médailles d'argent et de bronze. Et en me disant, tiens Jean-Luc, ça peut peut-être te donner des idées, t'ouvrir un peu l'esprit par rapport à ce que représentent les Jeux Olympiques. Sache que c'est une grande fierté. Alors, donc là, après tu deviens descendeur, donc tu as décidé, descente. Et puis un jour, il y a ça, quoi. Pour lui, c'est une première. Et il lui suffit de quelques secondes pour s'en apercevoir. Jean-Luc Crétier est sur le podium d'une descente de Coupe du Monde. Du coup, l'équipe de France, messieurs... Et ça, c'était mon premier podium en descente. À Val Gardena. À Val Gardena. Quand même. Donc il y en a eu... En partant loin. Il y en a eu 5, comme ça, de podium. Alors là, on va un peu vite, évidemment, parce qu'une carrière, c'est long, mais il y a eu des gamelles, quand même. Il y a eu des gamelles, des grosses gamelles, et cette descente-là, pourquoi tu choisis la descente à un moment donné? Parce que c'est quand même un sport à risque, c'est quoi? Pour ça. C'est pour ça. Pour le risque, pour le plaisir. Le plaisir d'arriver à maîtriser, à dominer son sujet, et puis s'envoyer en l'air, excusez-moi l'expression. Hein. Je vous rassure, hein, c'est sur les pistes, c'est pas pour les à côté. Mais non, c'est le plaisir d'arriver à dominer le tracé, à dominer la piste. Et quand vous arrivez à faire ça, je vous promets que la pression et je dirais toute cette phase de descente de pression à l'arrivée fait que vous avez une extase qui est complète. Tu dis l'extase à l'arrivée, pas toujours. Ouais.
Pas touché. J'avais perdu connaissance, hein, parce que je suis parti en hélico à l'hosto et je crois qu'avec tous les spectateurs qui eux sont partis en ambulance, moi je suis reparti à pied. Parce qu'il y a des blessés dans les spectateurs. Ah ouais, j'ai fauché à peu près une dizaine de spectateurs. Et à l'époque, je faisais déjà pas loin de 100 kilos, donc une masse inerte de 100 kilos sur la glace. Et j'ai défoncé les protections et j'ai fini au milieu des spectateurs. Et je me souviens être sorti du bloc donc après les analyses où j'avais rien. Et les gens attendaient dans la salle d'attente, donc bras en écharpe, la jambe, avec une attelle et tout. Et ils sont tous repartis plâtrés. Mais il y a aussi, dans le même style, tout à l'heure tu me parlais de Val Gardena et de mon premier podium. Mais Val Gardena m'est resté gravé aussi par rapport à autre chose. La dernière? Ouais. Bah oui, alors je l'ai. Ah, tu l'as aussi? Bah oui, je l'ai aussi quand même. Je voulais le... Non, mais je voulais, évidemment. Ouais, et là, ça a été... donc, pour donner un peu des indications, c'est 98, c'est la même saison que les Jeux, c'est l'hiver d'après. Et là, je finis ma course, donc suite à une petite erreur sur la première bosse, j'arrive pas à m'arrêter sur la glace de la piste. En 98-99, il n'y avait pas beaucoup de neige et le talus qui normalement est damé en dessous, là, par manque de neige, n'avait pas été travaillé et je finis ma course au milieu des cailloux et des arbres, des souches d'arbres. Et donc, gros traumatisme naturellement au niveau du genou, donc complètement arraché. Traumatisme lombaire, fracture d'une main, puis bon, j'ai été un peu massacré, ouais. Donc, pour Val Gardena, un peu mitigé. Et donc là, c'est fin de carrière, quoi, du coup. Là, c'est fin de carrière. J'ai mis 2 ans à me refaire une santé, quand même. J'ai passé 6 mois à l'hôpital. Et puis, quand j'ai voulu revenir, la FIS m'a un petit peu arrêté net en me demandant de redémarrer mon retour en Coupe d'Europe. Oui. Mais là, bon, tu as 33 ans. J'ai 33 ans, je suis champion olympique. Bon, voilà, je ne sais pas ce qui peut me manquer à ça. Donc c'est une vie consacrée au ski qui a commencé très tôt. C'est une première vie, ouais. Ouais, qui a commencé très tôt quand même. Très très tôt, ouais. Ouais. Trop tôt peut-être. Trop tôt. Parce que tu viens au ski ici, enfin ici, parce que c'est pas loin, par plaisir, donc à La Plagne. Ouais. Ta maman est là. Mes parents skient pas. Mais ils skient pas. Non. Parce que t'es pas issu du milieu, toi, en fait. Non, pas vraiment. Mes parents, ils ont... moi, je sais que ma maman m'a dit qu'elle avait skié étant plus jeune, mais je ne l'ai jamais vu sur les skis. Mon papa, il a skié pareil étant plus jeune, mais pareil, je ne l'ai jamais vu dessus. Donc, je viens par plaisir, je viens pour faire comme les copains d'école. Et puis, surtout, la convivialité de pouvoir avoir un horaire aménagé l'hiver pour pouvoir faire plus de ski que les gens qui viennent en vacances ou que d'autres qui n'ont pas d'horaire aménagé. Et puis, bon, après, peut-être un toucher de neige qui m'a permis d'aller jusqu'où je suis allé, mais c'est vraiment, j'ai toujours fait ça pour le plaisir. Alors, qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de cette après-carrière ça fait quoi? Ça fait une quinzaine d'années presque, bien, qui se sont écoulés depuis ton titre olympique, 14 ans. Donc ta vie, forcément, elle n'a plus été la même, parce que quand on est champion olympique, c'est à vie, et dans le milieu du ski, et dans le milieu du sport, et dans le milieu général, c'est quelque chose qui compte. Qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui Je retiens qu'avec le recul, que je suis quelqu'un de chanceux, parce que je suis allé au bout de ma passion. Et grâce à cette médaille olympique, ma passion me fait vivre maintenant. Donc, ne serait-ce que par ça, j'estime être quelqu'un de chanceux. Après, bon, les à côté, bon, il y a eu des hauts et des bas. Et je dirais que le bilan est plutôt mitigé. C'est vrai que ça faisait 30 ans que la France attendait un nouveau champion olympique en descente. Et ce qui m'a le plus fait mal, si tu veux, Gilles, c'est l'après-Jeux olympiques. Je me suis beaucoup investi. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, pour moi, au mois de juillet 98, il y a eu un autre événement qui a complètement bouleversé mon après-carrière, mon après-médaille. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Mais tu parles du foot, là. Ouais, je voulais pas en parler parce que pour moi, c'est pas vraiment un sport, hein, c'est plus du business. Et c'est vrai que le football a complètement arrêté toute mon après-carrière. Et donc... Et c'est vraiment vrai, quoi. C'est-à-dire que d'un agenda qui était plein pour les 3 semaines qui arrivaient, ça s'est vidé du jour au lendemain. Et donc j'ai fait, je suis revenu un petit peu, j'ai refait un bilan, j'ai refait un point.
Je suis revenu, je me suis recentré sur la famille. Je me suis fait plaisir, j'ai fait plein de choses, j'ai touché à tout. Peut-être pas avec la même réussite que Luc, mais où vraiment, je pense avoir apporté aux gens qui m'ont fait confiance ce qu'ils attendaient de moi. Et moi, je me suis toujours autogéré. J'ai fait les choses par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que je pensais être juste. Bon, on fait des erreurs, tout le monde en fait. Au jour d'aujourd'hui, là où je prends le plus de plaisir, c'est depuis un an de gérer les destinées sportives de Bourg-Saint-Maurice. Oui, voilà, parce que maintenant, tu es élu municipal, voilà, tu es adjoint au sport, ouais. Donc d'une grande ville de montagne quand même. La capitale de la Tarentaise. La Tarentaise. Donc ça, c'est quand même d'abord une fierté d'avoir été élu et de faire partie de cette équipe. Et aujourd'hui, c'est un engagement, quoi, en fait. C'est un engagement quasiment journalier. Et avec un projet, puisque l'armée s'en va dans très peu de temps, avec un projet, puisque nous avons été désignés ville hôte du Centre national de ski, donc un projet énorme et qui me tient à cœur, avec le soutien naturellement du président de la FFS, Michel Lyon, qui me tient à cœur de mener à bien pour, je dirais, ça va être ma reconnaissance, si tu veux, au monde du ski, par rapport à ce que le monde du ski m'a apporté pour vraiment mettre en place un centre digne de ce nom, avec une piste dédiée et sur on va dire, en regroupant véritablement une base vie, un complexe sportif digne de ce nom, et 5 minutes de funiculaire après, vous êtes sur la piste d'entraînement, puisqu'il a déjà accueilli la Coupe du Monde, où Von Groningen a gagné. Alors, bon, le projet, il a avancé, il a un peu bougé, etc. Maintenant, on peut dire que ce centre de haut niveau, il va ouvrir quand? Il va être opérationnel à quel moment? Alors, je peux d'ores et déjà vous en parler. C'est que le Centre national de ski sera opérationnel pour la rentrée 2014, septembre 2014. D'accord. Alors, bon, on pourrait discuter encore longtemps, mais là, on a presque fini, quoi, parce que, tu vois, ça... je vais quand même te montrer un petit sujet. Une surprise? Non, mais qui avait été fait juste après ta victoire, qui avait été fait par Dominique Champeau. Et Dominique, il commentait le ski, il est malheureusement décédé. Et puis, il y avait pas mal d'images qui étaient faites par Gilles Jacquier, donc le caméraman. Qui est décédé aussi. Hein. Donc, il y avait un joli sujet. On a les lunettes pour celui-là. Ouais, il y avait un joli sujet qui était fait à chaud, hein, juste après ta victoire. Il y a des images dont on rêve depuis très longtemps. Et il y a des jours bénis où elles se concrétisent. Ces jours-là, il est vrai, tombent rarement un vendredi 13. Mais on s'y voit saluant des millions de personnes, porté en triomphe par ses amis et savourant sans retenue devant tout le monde. Mes amis, c'est quand même Luc Alphand et Franck Picard. Hein. Le film de son jour de gloire, Jean-Luc Crétier se le repassait tant de fois qu'il en connaît tous les rebondissements, tous les mauvais coups de théâtre. Trop souvent déjà, le sort lui a laissé le second rôle et il voudrait bien, une fois au moins, être le numéro 1. Ici au Japon, à 31 ans, l'occasion est à saisir. Il maîtrise depuis longtemps tous les pièges du parcours. Ses skis sur cette piste ont subi 1000 tests pour y être les plus performants. Le reste est affaire de feeling, mais une fois en bas, le plus dur commence. Au niveau du palpitant, je pense que d'attendre en bas, c'est plus dur que de courir. Là-haut, ses rivaux multiplient les risques. Beaucoup seront emportés par leur fougue et sortis par la même porte que Mayer, le favori, victime d'une cabriole qui fit craindre le pire. Oui, et là, il y en a un autre aussi qui vient de tomber, là. Un Italien. Chouette. Il se passera encore de longues minutes avant d'évoquer enfin son bonheur avec la famille rassemblée devant la télé à La Plagne, au cœur de la Savoie. Vous êtes heureux? Eh ben moi aussi. C'est bizarre, je tremble. Regarde, on me voit à la télé. Je suis là, je suis là. Comme les gosses, hein. Ouais, je suis là. À midi, c'est fait. 30 ans après Jean-Claude Killy, un Français est champion olympique de descente. Allez, hein. C'est beau, non? Ça vous plaît? Moi aussi. De Franck Picard, ému aux larmes, il recevra enfin l'accolade la plus émouvante. L'accolade d'un ami qui sait mieux que quiconque qu'aujourd'hui, un rêve s'est enfin réalisé. T'as vu, tu l'as fait. Ah putain, tu peux pas savoir. Tu sais. Ouais. Bon moment. Ouais, je pense que c'est plus que ça, ouais.
Non, c'est vraiment... Non, en fait, ouais. Avec le recul, avec 14 ans de recul, je me rends compte que ça a toujours la même émotion.